très honoré d'être ici. C'est très intéressant de discuter avec les assureurs, parce qu'en fait, on ne travaille pas vraiment directement avec vous. On est, nous, des fournisseurs de solutions, de techniques et de technologies pour les constructeurs, comme nos amis de Renault. Et on a relativement peu de relations avec vous, mais ça nous intéresse beaucoup pour les raisons que je vais vous exposer. Bon, peut-être pour nous resituer, parce que vous nous connaissez comme fournisseur de pièces détachées, d'embrayage, d'alternateurs, de démarreurs ou de choses comme ça. On est en fait un fournisseur de technologies automobiles. On travaille avec tous les constructeurs du monde. On a quand même 120 000 personnes dans le monde et 188 sites de production dans le monde entier. Et on est spécialisé dans 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est la propulsion. Et on fait des moteurs électriques et toute l'électronique embarquée dans les voitures électriques. Et on est leader du marché ouvert sur ce segment-là. Notamment, on fait les groupes motopropulseurs de Mercedes, de Volkswagen, de Volvo, de Geely, et bientôt de Renault, en coopération avec nos amis de Renault pour un moteur innovant là qu'on a annoncé récemment. On a une deuxième spécialité, là aussi on est leader mondial, c'est l'ADAS. On a parlé tout à l'heure de l'ADAS, donc tout ce qui est capteur, calculateur et logiciel embarqué. On est les seuls à avoir été capables de développer un lidar qui est un laser scanner à l'avant des voitures pour faire le niveau 3 d'autonomie des voitures, qu'on a sur la Mercedes Classe S et sur l'EQS, et aussi chez Honda. On est des spécialistes de thermique véhicule, habitacle et refroidissement des systèmes, et notamment avec l'électrification, ce qui vous a été très bien expliqué tout à l'heure par la personne de Renault. Les problèmes sont différents, donc on fait des pompes à chaleur, on va faire des refroidissements de batterie, des choses comme ça. Et enfin, on est spécialiste de l'éclairage. Je pense que ça vous intéresse. On fait des phares et des feux arrière et tout un système d'éclairage intérieur. Et là, avec de l'éclairage qui est en train d'évoluer énormément, avec l'éclairage intelligent, on pourra en discuter. Bon, c'est pas pour faire la promo de Valeo que je suis venu aujourd'hui. C'était plus parce que Rodolphe avait assisté à un séminaire, à un webinaire que j'avais fait là, avec le MAP, là, et il m'avait proposé qu'on vienne échanger. Moi, mon propos, c'est plutôt de vous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'auto, qu'est-ce que vous allez devoir attendre dans le futur, et qu'est-ce que ça peut changer pour vous. Alors, je vais le faire avec grande humilité parce que je connais pas bien votre secteur et je pense que vos questions sont sans doute plus pertinentes que mes affirmations qui peuvent paraître peut-être un peu péremptoires. Et donc, je solliciterai votre feedback évidemment de façon naturelle. La première question, alors on fait ça en français. Hein, l'automobile, moi, ça fait 42 ans que je suis dans la bagnole. J'ai passé 15 ans chez Renault aussi, donc je connais bien l'automobile. Je voudrais raconter une histoire. En fait, c'est un conte du XXe siècle. C'est assez rigolo l'automobile parce que c'est né en France et pas en Allemagne. Hein. C'est né en 1884 avec Amédée de la Mare de Woodville, au milieu là. Alors Mercedes XCE en 86, mais c'est pas vrai, donc il faut aussi ne pas réécrire l'histoire. Vous voyez le premier véhicule électrique, déjà, en 1880, en France, avec un moteur Siemens, c'est rigolo. Et puis, après, au début du siècle, la généralisation avec la Ford T et Henry Ford, donc on est tous l'histoire. Donc finalement, ça a vraiment démarré fin du 19e, début du 20e. Et qu'est-ce qui s'est passé au 20e siècle ? On a toujours fait la même chose, on a développé la voiture, toujours sur les mêmes principes. Il y avait toujours des roues, des pneus, des phares, des moteurs à piston. En fait, on n'a fait qu'améliorer le truc pendant une centaine d'années, pour arriver avec des étapes. Alors avant la guerre, c'était plutôt du luxe. Après la guerre, c'est devenu très populaire. Puis après, ça a envahi l'espace public, nos villes, nos parkings, nos maisons, partout. Alors on va pas se plaindre, on fait de la voiture, on aime ça. Mais c'est vrai que c'est devenu très très prégnant dans la vie de tous les jours, à un point même que maintenant ça énerve un peu tout le monde. Il n'y a qu'à essayer de rouler dans Paris pour voir un peu les difficultés qu'on peut avoir. Et l'automobile, du coup, d'un plaisir et d'une liberté individuelle est devenue presque un problème. Et donc quelque part, on est un peu au bout de l'exercice de ce qu'on a fait pendant un siècle. Alors technologiquement, ça n'a pas beaucoup bougé. Depuis 1900, on a toujours à peu près les mêmes choses. Il n'y a que depuis les années 70 qu'on a vu un truc arriver qui était électronique. Alors le premier, c'était l'injection. Puis après, vous avez eu le téléphone, l'ABS, l'ESP, etc. Ça a été vraiment le seul truc vraiment notable qui est arrivé en termes de technologie intrinsèque dans l'automobile au XXe siècle. Bon, puis on a passé le cap de l'an 2000. Puis là, maintenant, on est au XXIe siècle. Et là, ça devient une autre histoire. Et là, il y a une histoire qui est en train de se réécrire. On est en train de repartir sur un nouveau cycle de conception. Et je pense que la présentation brillante de Renault avant était très intéressante parce qu'on voit bien qu'on repense complètement l'architecture des voitures et donc des fonctions associées et donc de la manière de faire ça et donc des technologies qui vont avec. Donc, nouveau temps, nouveau contexte. Alors, le contexte, vous le connaissez, c'est pas pareil. Notamment, on a le problème du changement climatique qui est vraiment probablement le problème numéro 1 de tout le monde.
On a le problème de la Chine qui est en train de prendre des parts de marché et de s'installer comme un acteur majeur. C'est le plus grand marché automobile du monde, hein, avec 30 millions de voitures par an. Il y a la guerre en Ukraine, bon, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Vous connaissez tous la situation actuelle qui est quand même un peu particulière et qui est quand même très différente de ce qu'on a pu vivre avant. Et qui change fondamentalement aussi la façon dont on va concevoir et faire l'automobile, parce que c'est une forme de catalyseur, finalement, un changement qui était en train de mitonner à petit feu. Et là, finalement, révélateur, Covid plus guerre, plus problème de ressources, finalement, il faut se réinventer. Et donc, c'est le catalyseur qui fait qu'au XXIe siècle, on va réinventer la voiture. Alors, il y a 4 grands drivers, enfin 4 grands, comment dire, je sais pas comment on dit en français, vous comprenez ce que je veux dire, qui sont en train d'impacter l'automobile. Le premier, c'est la carbone neutralité. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Le transport terrestre, c'est 18% des émissions de CO2 au monde, c'est 42% en France. Alors vous me direz, ouais, mais c'est parce qu'on a du nucléaire et donc la quote-part est plus forte. Oui, c'est vrai. Mais c'est le seul secteur industriel qui avance pas à la bonne vitesse pour atteindre la carbone neutralité en 2050. Donc quelque part, on a une responsabilité et quelque part, il faut qu'on s'en occupe. Donc on s'en occupe. On va y venir. Le deuxième, c'est la sécurité. Là aussi, je pense que ça a été bien exposé par la personne de Renault. Aujourd'hui, il y a encore plus d'1 million de morts par an sur les routes. Alors, c'est pas toujours des gens dans les voitures, c'est beaucoup aussi ce qu'on appelle des vulnerable users, en anglais, c'est-à-dire des piétons ou des cyclistes, et surtout dans les pays émergents, et surtout des jeunes, et surtout des hommes. On a des statistiques là-dessus de l'OMS. C'est assez affligeant de voir que la voiture, qui a un objet de liberté, de plaisir et de passion, est encore un truc qui tue des gens. Et donc ça, c'est pas acceptable, et c'est aussi une grosse contrainte qu'on est en train d'adresser. Le troisième, c'est la connectivité. Vous n'aurez pas échappé. Alors il y a certains qui disent que la voiture, c'est un téléphone sur roue. Moi, ça me fait bien rigoler, parce que si c'était qu'un téléphone sur roue, je sais pas comment vous allez avoir chaud avec votre téléphone, comment vous allez vous asseoir confortablement dans votre téléphone, et comment vous allez avoir toutes les prestations qu'une voiture vous offre dans un téléphone. Non, c'est simplement que la connectivité permet d'uploader, enfin de télécharger des applications comme sur votre téléphone, et donc de faire à disposition de la voiture un certain nombre de nouveautés en permanence et de l'upgrader en permanence avec des nouvelles fonctions. Et ça, effectivement, c'est intéressant. C'est un peu comme sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez faire des mises à jour en permanence. Et ça a notamment été catalysé particulièrement par Tesla, on en parlait tout à l'heure, avec leur fameux over-the-air, c'est-à-dire le téléchargement des logiciels par Internet, par la connectivité, qui évidemment fait en sorte que vous ne ramenez plus la voiture au garage. Et ça, bon, pour vous, c'est pas terrible. Donc, enfin, pour les assureurs, c'est peut-être bien. Pour les garagistes, les mobiliers, c'est peut-être pas terrible. Mais ça fait partie du jeu. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Le quatrième sujet, c'est la nouvelle mobilité, qui a un peu un effet direct des 3 premiers, qui est quelque chose qu'on ne peut pas négliger et qui est en train d'exploser dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit que dans les villes, notamment, mais pas que, il y a une transformation, notamment générationnelle, qui est très importante. Faut savoir qu'à Paris, par exemple, le taux de possession de voitures, il est exactement égal à 50% de n'importe où en France. Partout en France, vous avez un taux de possession de voiture qui est à peu près le même partout, sauf à Paris où c'est la moitié. Et la raison, c'est simple, c'est il n'y a pas de parking, et puis il y a du métro, et puis il y a des bouchons, et donc quelque part, les Parisiens, ils n'ont pas de voiture. Voilà, pour faire simple, pour être un peu caricatural. Et par contre, la nouvelle mobilité, ils ont besoin de se déplacer quand même, et on voit des nouvelles mobilités. Alors ça a commencé avec un peu des tartes à la crème comme les trottinettes, mais ça va beaucoup plus loin. On voit l'arrivée notamment du vélo qui a ressorti avec le Covid. On voit l'arrivée des scooters, on voit l'arrivée des petits véhicules électriques urbains. Je vais y revenir parce qu'on est un peu les parrains de ce genre de sujet-là. Et donc c'est en train de se transformer complètement. Et pas qu'en France, ça commence aussi en Chine, ça commence aux États-Unis, ça commence en Inde. Et je vous donnerai éventuellement des exemples là-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des constructeurs et du monde automobile en général? Bon, la carbone neutralité... ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que les constructeurs disent. Bon, ils y vont tous. Ils ont tous des objectifs de décarbonation à 100%. C'est extrêmement impactant, et notamment pour vous, parce que ça va notamment inciter à passer à la vitesse supérieure, et même plusieurs vitesses supérieures, sur l'économie circulaire. Et l'économie circulaire est quelque chose qui vous impacte directement, les réparateurs et les assureurs, et quelque chose qui vraiment va être un peu quelque chose d'assez fondateur dans l'automobile de demain. La deuxième chose, c'est l'électrification. Alors on peut toujours discuter.
Mon collègue, c'est mon ex-collègue Tavares, fait un peu le défenseur de la veuve et l'opprimé, là, en disant que la faute à Bruxelles. Bah non, c'est juste que ça a été voté par les parlements, donc il n'y a qu'à le faire. Et d'ailleurs, ils le font tous. La preuve, Renault était le pionnier, il était devant tout le monde. Tout le monde se fichait de la dette de Renault quand ils l'ont fait. Mais en fait, ils avaient vachement raison. Et ils étaient les pionniers. Et maintenant, tout le monde les suit. Et vous voyez qu'en 2030, voilà, la messe est dite. Donc, il faut arrêter de râler et puis de dire que c'est la faute à Bruxelles ou la faute à pas de chance. Maintenant, il faut juste le faire. Et c'est tout à fait faisable et on pourra revenir là-dessus. Alors, évidemment, je pense que là, ça résonne parfaitement avec ce que vous a expliqué l'intervenant de Renault précédemment. Vous voyez que c'est pas du tout pareil une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Bon, je vais pas refaire le schéma, je pense qu'il l'a expliqué beaucoup mieux que moi avec des visuels qui étaient beaucoup plus performants. Bon, nous on fait évidemment des composants là-dedans, mais là encore une fois, je vais pas vous faire du prosélytisme pour le plaisir, mais c'est effectivement très différent. L'ADAS est en train de se généraliser. Alors l'ADAS, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a plein de fonctions ADAS. Alors ADAS, ça veut dire assistance à la conduite. Et vous avez 5 niveaux selon la SAE, 1, 2, 3, 4, 5. Le niveau 5, c'est une voiture totalement autonome, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de volant, il n'y a personne dans la voiture, ça se débrouille tout seul. Le niveau 1, c'est l'assistance au freinage, c'est le maintien dans la ligne, etc. Donc en fait, on utilise des capteurs, des radars, des lidars, des caméras, des ultrasons pour générer des signaux de détection autour de la voiture, pour envoyer ça dans un calculateur qui va prendre le contrôle de la voiture pour faire des contre-mesures. Bon, par exemple, le freinage d'urgence qui a été évoqué tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui pile devant vous, la caméra le voit plus vite que vous, elle freine la voiture plus vite que vous, et donc vous ne payez pas la voiture qui est devant. C'est aussi simple que ça. Le maintien dans la ligne, elle lit les lignes blanches, et donc elle maintient la voiture dans les lignes blanches. Le blind spot detection, c'est-à-dire l'angle mort, le radar voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous doubler dans l'angle mort, il vous allume le truc dans la petite lumière dans le rétro gauche, vous le voyez. Donc toutes ces solutions-là sont des solutions d'ADAS qui s'empilent les unes derrière les autres, qui utilisent toutes les mêmes capteurs ou les mêmes technologies de capteurs. Et en fait, on incrémente le logiciel pour avoir plus de fonctions à partir des mêmes capteurs. Alors vous allez voir, il y a plein de capteurs dans les voitures. Alors déjà, vous voyez que l'ADAS est en train de se généraliser, plutôt du niveau 1 du niveau 2. Le niveau 3, qui est la conduite semi-autonome, on dit délégué, où vous lâchez le volant en ville à 60 à l'heure et la voiture se débrouille toute seule, ce que Mercedes et Honda font grâce à notre leader, ça restera quand même assez marginal à l'horizon 2030. Mais par contre, niveau 1, niveau 2, qui sont toutes les fonctions, maintien dans la voie, freinage d'urgence, cruise control automatique avec régulation de distance par rapport à la voiture de devant, vous voyez que ça va être probablement généralisé sur toutes les voitures d'ici 2030. Et alors du coup, il y a plein de capteurs dans les voitures. Donc ça, c'est une maquette que nous, on a fait, des capteurs qu'on fait. Alors, vous voyez, il y en a partout. Donc évidemment, quand vous allez réparer, vous allez avoir aussi à changer ou à réparer ces capteurs-là, ou peut-être à pas les réparer. Parce que je pense que dans la plupart des cas, par exemple, quand vous cassez un pare-choc, vous changez les capteurs ultrasons, mais ça se trouve, les capteurs ultrasons, ils sont toujours bons, et c'est peut-être un peu idiot de les changer. On me dirait, ça coûte pas très cher, c'est nous qui les faisons, alors ça coûte pas très cher, mais peut-être ça vaut le coup de les garder quand même. Bon. Voilà, donc ça se discute. Mais en tout cas, je pense que c'est important pour vous de comprendre qu'il va y avoir des capteurs à peu près partout, dans les ailes, à l'avant, à l'arrière, dessous, dedans. Et donc forcément, pour vous, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir faire attention à tout ça. Et évidemment, ça sera un coût s'il y a besoin de changer tout ça. Mais des capteurs qui ne sont pas des capteurs de bas de gamme. Quand on fait un lidar, qui est un laser scanner, ce sont des pièces très sophistiquées, c'est des lasers, des balayages laser devant la voiture. Vous pouvez imaginer que ça ne coûte pas 0 centime et que s'il faut le changer, la facture peut monter assez vite. Alors la connectivité aussi, elle est en train d'évoluer beaucoup. Vous voyez ici, alors c'est peut-être pas très lisible, je m'en excuse. La connectivité, aujourd'hui, on est en train de passer massivement au 4G. Le 5G qui permet d'avoir des packages plus fluides et qui permet notamment la voiture autonome, c'est quelque chose qui viendra plus tard. En fait, toutes les voitures sont connectées. Il y a très peu de voitures qui ne sont pas connectées. Ce qui fait que maintenant, que ce soit l'emergency call ou même les téléchargements de logiciels, c'est quelque chose qui va devenir monnaie courante dans les voitures. Plus des fonctions interactives entre la voiture et son environnement, on pourra y revenir. Ça va vous impacter aussi, c'est que il se trouve que les voitures électriques ont des besoins de refroidissement moindres que les diesels, et donc il y a, dans la plupart des cas, il n'y a plus de calandre, et donc les stylistes, quand ils vous mettent des calandres toutes vides, ça les emmerde, et donc ils essaient de faire des trucs jolis à la place. Et donc ils sont en train de faire des choses comme ça. Nous, ça nous arrange, on fait de l'éclairage. Alors, on va pas se mentir. Faire des jolis trucs avec des lampes partout. Donc, des fois, ça fait un peu bling-bling. Les Chinois adorent ça. Ils adorent ça. Alors, ils en mettent partout. Mais les Allemands aussi. Et donc, vous allez voir arriver des faces avant illuminées dans tous les sens comme ça.
Bon, à réparer, bon, ça va être un peu compliqué. Donc là aussi, je pense qu'on peut discuter sur la réparabilité du truc et le coût associé à la réparation. Mais c'est en train d'arriver dans les voitures actuelles, et donc dans quelques années, vous allez avoir plein les rues, avec des fonctions assez sophistiquées d'éclairage. Après, on aime, on n'aime pas. Nous, on trouve ça assez beau. Bon, on les vend, alors on va pas dire que c'est pas beau. Donc voilà, ça, c'est en train d'arriver. Alors, la nouvelle mobilité, ça, c'est aussi très important. Nous, on est historiquement un fabricant de pièces pour automobiles et on a décidé d'élargir notre scope de clients, puisqu'on travaille déjà avec tous les clients du monde, aussi aux clients qui ne sont pas les clients automobiles actuels. Et donc, on s'est mis à travailler sur ces sujets-là. On a lancé notamment des moteurs électriques de vélo pour faire du vélo à assistance électrique. On a le moteur le plus coupleux et avec une boîte automatique qu'on est en train de lancer. On a inventé le concept de petites voitures électriques légères et donc on fait la motorisation de la Citroën Ami qui est directement inspirée du démocar qu'on avait présenté à PSA il y a 10 ans. Et on fait aussi des droïdes, des robots de livraison, des robots comme le Nouro. On n'est pas encore sur les drones, mais on y pense. Donc en fait, la mobilité est en train aussi de se diversifier. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est un peu rigolo, c'est pour les bobos, etc. Oui, c'est vrai, peut-être à Paris. Vous avez déjà ça plein les rues à Shanghai. Ça commence à être plein les rues en Californie. C'est en train d'arriver comme une vague. Et je parle même pas de l'Asie ou de l'Afrique où toute la mobilité se fait à 2 roues ou à 3 roues. Et donc là-dedans, il y a énormément de développement de systèmes de mobilité légère qui se trouvent être finalement très adaptés aux problèmes qu'on a dans les villes modernes aujourd'hui. Et donc en fait, une espèce de rétroaction des marchés émergents qui reviennent avec des offres de valeur sur les villes modernes. Pour citer un exemple, si vous prenez CityScoot, les scooters électriques à Paris sont des scooters Gogoro qui sont fabriqués à Taïwan avec un système de batterie amovible et qui ont été inventés par des gens qui en fait vendaient en Chine et en Indonésie. Et donc ça revient à Paris comme une solution pertinente pour Paris. Les clients constructeurs, enfin nos clients, les constructeurs, sont en train aussi d'essayer de se réinventer en aval dans le service. Donc à la fois sur des services connexes à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Par exemple, ils vous proposent tous des bandes de charge ou des abonnements à des systèmes de charge, parce qu'avec la voiture électrique, la question se pose. Et donc ils voient aussi une occasion de bien pricer du hardware et du software pour avoir accès à ces trucs-là, plus ce qu'on appelle du MaaS, la Mobility as a Service, c'est-à-dire des systèmes vous aviez typiquement avec Frino la possibilité de changer votre voiture contre un vélo, contre une trottinette, contre autre chose, de façon à avoir une multimodalité dans votre mobilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant. Alors ça marche plus ou moins, mais c'est quand même en train de se développer de façon massive, notamment dans les villes. Et donc, on voit que les constructeurs cherchent à aller chercher de la valeur dans ces axes-là. Le Earth, j'en ai déjà parlé. Je pense que ça va transformer considérablement la façon de diagnostiquer et de réparer la voiture sur la partie logicielle, parce que on n'a plus besoin des garages, ça se fait tout seul. Alors, on pourra en discuter. Il y a quand même quelques petits trucs qui se font pas tout seuls, mais en tout cas, certains constructeurs, on va parler de Tesla, utilisent ça comme presque un chantage, parce qu'en fait, ils font un accès direct aux données de la voiture à l'insu de votre plein gré, si j'ose dire, et ils font des modifications à votre insu aussi. Et donc, quelque part, ça pose la question de la GDPR, ça pose la question de qui est responsable de quoi, ça pose plein de questions légales, mais vous savez qu'Elon Musk, il s'emmerde pas beaucoup avec la loi, et donc, il pousse, et puis, s'il a des procès, il les gère, et il voit après. Mais on voit bien que ça, c'est en train de changer quand même pas mal la donne dans le monde automobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bon, je pense que vous avez déjà une très bonne idée, mais le premier problème, c'est que les voitures vont être plus chères. Et ça, c'est bien emmerdant, parce que déjà, avec le pricing power de certains constructeurs, le prix moyen des voitures en Europe est passé de 23 000 à 28 000 euros en 4 ans. Donc, on a pris 5 000 euros à iso-contenu. Il n'y a rien de plus dans la voiture. Là, on va rajouter 6 à 7 000 euros de voitures électriques. Poum, ça va passer à 34 35 000 euros. Et donc, les gens ne peuvent pas payer, parce que les gens n'ont pas d'argent. Donc, quelque part, il y a un effet d'up-pricing qui est un peu délétère, qui est un peu contre-productif. Nous, nos analyses, c'est qu'il y a 25% des gens en France et 50% des gens en Espagne qui pourront plus payer de voiture neuve et qui vont basculer vers de la voiture d'occasion ou vers de la voiture chinoise, à cause de ça. Et que le marché va tomber de 15%. Donc, quelque part, on s'attend à des grosses turbulences sur le marché, par une forme d'insouciance des constructeurs qui continuent à vouloir augmenter le prix, à faire des gros SUV très chers sous prétexte qu'ils font plus de marge avec des gros SUV très chers,
Et en faisant ça, ils ouvrent une autoroute pour les véhicules chinois qui sont très très beaux, très très bien finis et très peu chers. Et donc, quelque part, c'est pas en disant à Bruxelles, il faut mettre des barrières à l'entrée, c'est faites des voitures pas chères et faites des voitures qui soient juste sizées pour ce dont on a besoin et pas des gros machins dont on n'a pas vraiment besoin. Et ça, je pense qu'il y a un problème de mentalité qui est un peu encore... Certains ont compris, certains n'ont pas compris. On est un peu au milieu du gué, mais c'est un vrai problème parce que le prix, c'est quand même la source de tous les maux, quoi, à la fin. Si les gens peuvent pas payer, ils peuvent pas payer. Et avec l'inflation et qu'on connaît tous, vous voyez bien que le sujet est quand même un peu crucial. Le deuxième truc qui est plutôt dans le bon sens, pour vous, c'est que le taux d'accident grâce au système ADAS va quand même chuter, on l'espère, de façon systématique. Notamment sur les petits crashs en ville. Peut-être pas pour tout le monde, mais on l'espère en tout cas, sinon on ne ferait pas ça, on ne se lancerait pas dans toutes ces technologies d'ADAS pour le faire. Donc quelque part, l'occurrence des crashs devrait diminuer, et quelque part, le coût de réparation des crashs devrait diminuer. Je dis bien quelque part, après c'est vous qui me direz si je me fous le doigt dans l'œil complètement, ou si c'est une tendance, mais c'est normalement fait pour ça, mais alors le but c'est pas de réduire les factures d'assurance, le but c'est de sauver des vies humaines, on va pas se mentir, mais normalement vous devriez avoir cet effet-là. Le troisième point qui est plus embêtant, notamment pour nos amis de la réparation, c'est le changement de paradigme total dans les garages. Alors déjà, on a parlé tout à l'heure des voitures électriques où il faut consigner les voitures, il faut avoir des gens accrédités pour accéder à la haute tension. On a parlé du software où là, les constructeurs verrouillent les softwares en les cryptant, ce qui fait que vous pouvez plus avoir accès, sauf si vous payez une FIS qui est quand même en général assez chère. Je parle même pas des 150 000 $ de notre ami Elon. Il y a quand même un certain nombre de technologies qui commencent à devenir difficiles d'accès pour un garage normal. Et puis, tout ça va se faire dans une compétition où le marché n'est pas en grande forme et donc dans lequel il va y avoir des turbulences. Donc on est dans un monde de turbulences, on ne va pas se le cacher. Par contre, on doit pouvoir se transformer et transformer en anticipant correctement les marchés. Alors les garages, ils ont cette chance, c'est qu'il y a un parc. Et donc le parc, les voitures nouvelles vont se diluer dans le parc à vitesse lente. Et donc avant que toutes les voitures dans le parc soient électriques et autonomes, il y aura quand même 40 ans qui seront passés. Donc vous avez encore du boulot sur des voitures thermiques et classiques pendant 10, 15, 20 ans. Mais ça va arriver quand même assez vite, notamment dans les villes. Il y a des études qui montrent que par exemple les garages dans les villes devront être beaucoup plus électrifiés que les garages dans les campagnes, par exemple. Parce qu'il y a plus de voitures électriques dans les villes que dans les campagnes, aussi bête que ça. Et puis, le fait d'interdire les moteurs thermiques en 2035, pour moi d'ailleurs ça sert à rien, puisque de toute façon l'Europe avait comité en 2050 d'être zéro carbone, donc naturellement quand une voiture dure en moyenne 15 ans, c'est-à-dire qu'en 2035, si vous avez une voiture thermique, elle ira jusqu'en 2050, mais qu'après 2035, ça sert à rien d'acheter une voiture thermique, parce qu'elle ne vaudra plus rien. Donc l'extinction, de toute façon, va arriver de façon darwinienne. Mais par contre, pour le parc, il va y avoir un boom de réparation et de maintenance des véhicules anciens, probablement entre 2030 et 2050, qui va être considérable. Donc quelque part, il y aura une bulle d'opportunité pour de la réparation et de la réparation successive, première, deuxième, troisième, quatrième réparation, pour maintenir certaines voitures jusqu'au 31 décembre 2049, date à laquelle elles n'auront plus le droit de circuler en Europe. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le point de l'économie circulaire, qui pour moi est un point fondamental, sur lequel vous, réseau de réparation et assureurs, vous avez un rôle essentiel. Vous avez un rôle essentiel. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, on vous dit les bagnoles sont recyclables, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai, elles sont recyclables sur le papier, mais dans les faits, elles sont pas recyclées. Hein. En fait, ça finit... Il y a une partie qui est récupérée, le plastique, le verre, les pneus, les jantes. Tout le reste, ça part au broyeur et ça finit en talus d'autoroute. Donc, bon, en partie, bon. Mais bon, vous expliquerez mieux que moi, j'exagère toujours un petit peu. Ok. Très bien, voilà, j'ai un contradicteur, c'est super. Bon, enfin, en tout cas, il y a une bonne partie des voitures qui sont pas recyclées. Et en tout cas, on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, on appelle ça de nos voeux, c'est de pouvoir mettre en place des filières de récupération des pièces, de reuse, de réemploi, de remanufacturing, de réparation. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de décarboner l'automobile, c'est de réutiliser ce qu'on a déjà plutôt que de recréer des pièces neuves à partir de matières brutes. Et donc, tout ce qui est VHU, tout ce qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est une source, ce qu'on appelle des mines urbaines, c'est des sources de composants, c'est des sources de pièces qui peuvent être réutilisées et par exemple remanufacturées. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a une usine en Pologne qui remanufacture des alternateurs. En fait, on réutilise 90% de la matière de l'alternateur cassé qui nous est retourné pour en faire un alternateur neuf. C'est-à-dire que c'est 90% de carbone en moins, immédiatement. C'est un truc très facile à faire, demain matin on sait le faire. On fait aussi pour les embrayages, les compresseurs, d'autres pièces.
On se pose la question de le faire pour les phares. Sur les phares qui sont une pièce qui vous concerne beaucoup et qui coûte cher à la réparation, quand vous avez un phare, je pense que Rodolphe m'avait dit, c'est 474 €, je crois, le prix moyen de réparation d'un phare. Hein. Bon, si c'est la glace qui est cassée, une glace, ça vaut 20 centimes, quoi. Donc, quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Si on pense au client final, il faut peut-être qu'on invente autre chose en termes d'offres que simplement lui proposer un phare tout neuf, très beau, certes, mais très cher. Il faut juste arrêter de donner des coûts de production. Le 20 centimes, c'est peut-être vous, mais c'est la finalité du... Mais nous, on ne fait pas 3000% de marge, donc quand je vous donne des coûts de production, vous voyez un peu en combien ça finit. Bon, allez, en coup de... On est les derniers en fil. Oui, bon, après vous avez, dans l'aftermarket, vous avez des coûts de stockage, des coûts d'approche qui sont considérables. Bon, je ne veux pas rentrer dans la structure des coûts, je la connais 1000 fois moins bien que vous, mais on peut discuter. On peut discuter, je pense, des prix. Je pense que c'est important pour ne pas se mentir. Ce qui est important, c'est que le client final paye le moins cher possible, et ça, et qu'on arrive tous à bien vivre avec ça. Donc là, sur l'économie circulaire, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire, sur lequel on est vraiment à l'écoute et dans l'attente. Et juste pour conclure, et je suis désolé parce que j'ai dû être un peu long, je pense que c'est juste ma conclusion basique. On est dans une nouvelle période de l'automobile où on est en train de réinventer l'automobile assez considérablement. Renault l'a montré, je vous ai montré d'autres aspects de l'automobile. En fait, il y a tout à faire. C'est un peu comme au début du XXe siècle. On est au début du XXIe. Rien n'est encore bien stabilisé. Les batteries, elles sont pas du tout bien développées. Il y a encore des tonnes de travail à faire. Les moteurs, le machin aussi. L'ADAS, c'est encore émergent. On va faire beaucoup mieux dans le futur. Les logiciels, aujourd'hui, on a 9 millions de lignes de code dans les voitures, mais demain, on en aura peut-être 100 millions. On va faire encore beaucoup mieux. Donc, quelque part, on en est quand même au début. Et et pour moi, c'est un monde d'opportunités. Parce qu'il y a certaines personnes dans l'automobile qui disent « Oh là là, c'est la fin des haricots, le marché est mort, la voiture est morte ». Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, elle est en train de se transformer, c'est darwinien, et que c'est à nous, et moi je suis un ingénieur, hein, c'est à nous d'inventer la voiture de demain en faisant des choses intelligentes et pas uniquement pour se faire plaisir, pour faire des belles technos, mais pour faire des choses qui soient utiles aux gens, qui soient utiles aux consommateurs et qui soient à des prix abordables. Et il y a énormément de travail à faire. Personnellement, nous, on a une to-do list qui est longue comme ça, sur lesquelles on voit plein d'opportunités. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, pour vous dire que on n'est pas dans un monde où, en fait, on incrémente les difficultés, et toujours plus cher, toujours plus compliqué, toujours plus difficile. Je pense qu'on est conscient que, effectivement, la technologie évolue, mais qu'il y ait une volonté, et c'est pas que moi qui dis ça, nos amis constructeurs sont aussi quand même dans cette démarche-là, de aussi trouver une manière de réinventer le truc pour faire plus simple et plus abordable. Voilà, je voulais partager ça avec vous.